Bienvenue, Mariam Bouzidi Laraki. Oui, bonjour. Bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Ouais. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Sourire de Reda. Alors, qu'est-ce que la présidente de l'association Sourire de Reda, militante associative, qui est sur le terrain depuis des années, pense de l'actualité ambiante, de ce qu'il y a dans l'air du temps? Ah ben, dans le temps, il y a beaucoup d'humidité. Ah, donc c'est très ça, très c'est le dense. temps climatique, c'est ça? Alors au niveau de l'actualité, alors je suis pas du tout quelqu'un de politique. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais écoute, tu dis n'importe quoi. Parce que tu dis n'importe quoi. Tu es en plein dans le politique avec ce que tu fais. Ça dépend de ce que toi tu appelles du politique. Donc ça c'est pas forcément n'importe quoi. Comment? Ça c'est pas forcément n'importe quoi ce qu'on vous a dit. Oui, au contraire, c'est ça. On est dans l'associatif aussi, on est dans l'action politique au sens noble. C'était ça ce que je voulais dire, je me suis mal exprimée. C'est moi qui disais, mais non, moi la politique, faut pas me mettre là-dedans, les actus, tous les jours, tout ça, c'est pas mon truc. Et puis la personne m'a répondu, mais tu sais, m'a dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu es dans le politique déjà, par les actions que tu fais. Je dis, ah bon? Il me dit, bah oui, tu fais du militantisme dans les actions que tu fais. Voilà. Et j'avais pas réalisé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de l'actu? Ben, la question que je me pose, moi, c'est quoi l'actu? De quelle actu? Dans quel domaine? Dans quelle... L'actualité politique aujourd'hui? Oui, je te pose la question. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Est-ce que vous suivez une actualité politique en particulier aujourd'hui? Oui, je suis quand même l'actualité politique dans le salon. Je ne vais pas appeler ça actualité. Ce qui se passe au niveau de la santé. De fait, puisque ça reste la grippe H1N1, c'est ça essentiellement? Non, oui, aussi. L'état des CHU? Oui, les maladies, mais ça c'est des pics, hein, c'est des choses... Quand je dis je suis l'actualité, je vais parler de la santé mentale. Je vais parler de santé mentale. Je vais parler de ce qui est mis en place par rapport à tout ce qui est violence, d'accord, au niveau des établissements scolaires. Je suis l'actualité aussi... on va appeler ça culturel. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qui transparaît par l'actualité quelque part? Parce qu'il y a ce qui est écrit dans l'actualité et puis ce qu'on regarde aussi, parce qu'il y a toutes les petites web TV, hein, aussi il y a des choses. Et puis il y a des choses qu'on voit dans le quotidien, dans la rue, quoi. C'est des choses qui se passent réellement. Dans la vie réelle. Dans la vie réelle. Et donc, il y a quoi? Il y a un gap? C'est le grand écart? Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un gap, oui. Moi, le sentiment que j'ai depuis toujours, hein, depuis une trentaine d'années que je suis revenue ici, au Maroc, que dans la rue, moi, je trouve que la rue, elle foisonne, elle est vivante, elle est insolite, et ça va de plus en plus. Il y a une espèce de forme de pulsion de liberté qu'il y a. Et ça, quand je lis les actus, ça correspond pas. Ça correspond pas. Et ça au contraire, si j'ai une actu, ça va plus me plomber, me dire, oh là là, mais ça va exploser aujourd'hui, tout le monde va pas bien, tout le monde... oui. Donc, vous, en fait, pour vous protéger, si j'ai bien compris, Mme Bouzidi Laraki, psychologiquement, hein, vous filtrez l'actu, vous n'êtes pas une personne qui suit l'actualité à la seconde, à la minute. En fait, c'est plutôt, vous sortez de chez vous, vous baladez, vous promenez, vous allez chez l'épicier, et c'est comme ça que, en fait, pour vous, l'actualité qui a du sens, c'est celle-là. Oui, c'est pas celle qui a du sens. Celle qui me parle, en tout cas, comme vous dites, oui, c'est celle qui a du sens. Mais c'est pas une protection psychologique. Je vais être honnête. Moi, j'ai l'impression que si il m'arrive de me dire, allez, tu vas prendre le journal, tu vas faire ça bien, tu vas lire ton journal, ça m'est arrivé, et je me sens polluée. Je me sens agressée et polluée. Et c'est un peu, je me dis, que d'infos. Et c'est des infos qui sont toujours en superficiel. Donc c'est comme si on m'emmenait des stimuli, d'accord, et pour aucun je ne peux aller au fond. Certains me parlent, certains m'intriguent, certains me révoltent, certains me questionnent. Et ce dont j'ai envie, c'est d'aller au bout de cette actu. Et il m'est arrivé en effet de me dire, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi cette info, et d'essayer de creuser. Bon, c'était et finalement, je me rends compte que quand on creuse, des fois, l'actu, elle n'est pas toujours juste, elle n'est pas complète, parce que c'est surtout ça qui se passe. On donne pas tout, on peut pas donner toute l'actualité. Donc, on donne une facette du cristal, d'accord, et ça me dérange. Moi, j'aime bien, comment dire,
je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne à l'ancienne, hein, comme les vieux. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et je ne partage que ce que j'ai ressenti, parce que ça restera personnel. C'est comme ça. Voilà. Si vous voulez, par exemple, je donne un exemple. Il y a quelques années, l'affaire de comment ça s'appelle, Filali, Amina Filali. Oui, Amina Filali, qui avait été violée, puis qui est passée à l'acte, l'arhama. Et puis, je me souviens que les gens étaient venus me dire, ça avait fait un boom, hein, ça c'était aussi un pic d'actualité, et puis on était dans notre thématique. Suicide, une jeune, violence, etc. Et on n'arrêtait pas de venir vers nous, sourire de l'état, en disant oui, il faut que vous preniez une position, il faudrait faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez... Et puis je trouvais ça un peu... Il y avait tellement d'agitation autour de tout ça. On a eu besoin de se dire non, doucement. Alors, on va voir d'abord ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est. On prend le temps d'eux, on pose les choses. Ouais. Et finalement, ce qui était dit dans l'actu ne correspondait pas nécessairement à la réalité, d'accord. Et je pense que voilà, c'est important de regarder, d'entendre et d'avoir en effet un fil, de se donner le temps d'être critique et pas de jugement hâtif. Et comment? Pas de jugement hâtif. Non, lire pas de jugement, une information, faire ses propres recherches. D'impulsivité. Ouais. Pas d'impulsivité, parce que je crois que l'actu est elle-même pour une forme d'actualité, c'est de l'impulsivité. Il faut qu'on donne tout de suite de l'info. Il faut que notre lecteur, il faut que notre spectateur, lui, sente un peu d'adrénaline, un peu d'émotion qui monte, etc. Voilà, c'est là où moi je suis un peu critique. Madame Bouzidi Laraki, je vais peut-être vous demander. Donc tout ce qui circule depuis quelques jours sur le fait que l'ex-chef de gouvernement aurait 2 allocations de retraite, 2 pensions de retraite, et que ça buzz là-dessus, et que ça fasse réagir essentiellement sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Est-ce que vous y avez prêté attention? Ou alors vous êtes resté, vous... Non, j'ai prêté attention serait beaucoup dire. Par contre, j'ai vu ça passer, quelque part. Hein, voilà. Alors, oui, parce que, encore une fois, comme je dis, je ne peux pas... Moi, personnellement, il y a des gens qui ont cette capacité de voir plusieurs thématiques différentes sur l'actu. Moi, j'ai pas cette capacité. J'ai une petite mémoire, une petite capacité à retenir. Mais ce qui fait une actualité qui fait réagir, moi, je trouve ça super. C'est pas du tout... au contraire, c'est ça qui est bien. C'est que chacun puisse prendre des positions et qu'après, il y a bien entendu comment les débats se passent. Bon, maintenant, avec le temps, on commence à avoir des fils d'échanges sur les murs, sur les sites, sur les... Ça commence à s'organiser. Voilà, tout à fait. Personnellement, je trouve que ça commence... Voilà, c'est mon avis tout à fait... vraiment une amatrice hein, de l'actu complètement. Quelque part, pourquoi? Parce que j'ai plaisir à lire quand des fois je vois ça. Alors qu'autrefois, j'étais vraiment loin d'avoir du plaisir, j'étais presque dégoûtée à lire ça. D'accord? Je voyais pas de... Voilà, est-ce que ça répond à votre question? Non, mais simplement de savoir est-ce qu'il y a des informations, des actus qui vous font réagir, des choses qui passent comme ça, ou vous prêtez attention? Mais tout forcément. Et voilà, c'était un petit peu dans ce sens. Je suis quand même, je reçois les actus dans mes boîtes mail, d'accord. Ouais. Et souvent, même si on veut pas, même si je vais sur un site pour une recherche quelconque ou un travail quelconque, l'actu va passer. Donc que je veuille ou que je ne veuille pas, l'actu elle se met sous mon nez. On est en plein aussi réforme du système éducatif, de l'école. Vous suivez? Moi j'ai l'impression qu'on est tout le temps en pleine réforme du système éducatif. J'ai l'impression que ça n'en finit jamais. Mais là, il y a de la réforme du système éducatif. Des engagements, des choses précises qui ont été des décisions précises qui ont été prises. Mm-hmm. Mais ça bloque. C'est encore bloqué hier d'ailleurs. Voilà. Parce que la commission de l'éducation, la première chambre du Parlement qui s'est réunie, et les élus, les députés ont du mal à trouver un compromis, à se mettre d'accord. C'est là où ça bute en fait, c'est sur 2 aspects. L'introduction de langue étrangère. Oui. Et sur la mise en place des frais de scolarité pour les familles qui ont les moyens. Voilà, donc ça, vous en pensez quoi, vous qui êtes auprès de la jeunesse? Sur l'introduction la première chose, sur les langues étrangères. Oui, les langues étrangères.
Bon, les langues étrangères, écoutez, là où il y a de la richesse, pourquoi la refuser? Donc après, c'est comment se fait cette mise en place et pourquoi est-ce il y a aussi ce refus de leur part d'introduire les langues étrangères. Voilà. Pour des raisons purement idéologiques. Comment? Pour des raisons idéologiques. Pour certaines oui, formations, mais voilà. formation politique moi, ce que en je pense, c'est que particulier. quand on est dans l'éducation, on est dans de l'éducation. Alors, c'est bien de faire la part des choses. Hein. L'objectif, c'est d'apporter une ouverture d'esprit, une gymnastique même linguistique au niveau des jeunes, des étudiants, et que ils ont une capacité à intégrer de l'information, particulièrement dans les langues, qui est surprenante. Alors, bon, après, pour des raisons idéologiques, ils veulent remplacer ça par quoi? C'est toute cette richesse-là de ce développement. Le discours officiel du parti, d'ailleurs, ouais. qui est aux responsabilités, qui est au gouvernement, c'est de dire, voilà, c'est les langues constitutionnelles et qui ont été constitutionnalisées, c'est l'arabe et l'amazigh. Donc, je ne vois pas pourquoi on introduirait d'autres langues et de la langue étrangère dans notre système éducatif. Pour la faire court, voilà. Ouais. Donc, autrefois, on les avait quand même. Hein. Après, on les a enlevés. Puis maintenant, on a décidé que ce serait l'arabe et l'amazigh. Et puis, moi, je pense que tout simplement, quel que soit ce qui est dit dans les couloirs comme ça de politique, encore une fois, moi, je reviens à la réalité du terrain. Aujourd'hui, les jeunes, d'accord, quand je parle de jeunes, je parle de cette jeunesse qui a entre 10, 20 ans, 25 ans, d'accord, elle est anglophone. Elle est parfaitement anglophone. Alors, ils ont appris l'anglais sur les réseaux sociaux. Ils ont appris l'anglais dans les hobbies, il y en a qui parlent japonais, il y en a qui parlent turc, etc. Donc, on va pas les arrêter. Donc, oui, c'est dommage de ne pas en profiter, que le pays ne profite pas de toute cette richesse qui est déjà là, de toute manière. Hein. Et faire payer les familles qui ont les moyens, entre guillemets, parce que là, il n'y a pas de précision qui est faite. C'est quoi une famille qui a les moyens? Ça, c'est autre chose, mais pour l'école publique, c'est-à-dire la mise en place de frais de scolarité dès l'année prochaine pour les familles qui ont les moyens. C'est d'actualité aujourd'hui, c'est débattu en commission en charge de l'enseignement. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que j'ai pour ou contre? Moi, je suis pas capable de répondre comme ça pour ou contre parce que j'ai pas toutes les informations. L'école gratuite, l'école publique gratuite pour tous. Oui, sauf pour ceux qui ont un peu d'argent. Voilà. Oui, mais ça veut dire quoi? Vous l'avez dit juste avant. Hein, ça veut dire quoi? Celui qui a de l'argent, ou celui qui n'en a pas, ou celui qui a assez, ou celui qui en aurait, celui qui en aura plus. Ok, donc voilà. Gérer cette distinction comme ça, le pour ou contre, je peux pas. Ensuite, oui, il y a clairement quelque chose à réfléchir. Il y a de l'argent, il y a des richesses d'un côté, et puis il y a de la pauvreté de l'autre qui empêche l'éducation de certains enfants. Ok. Donc le problème, il est là. Bon, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, je vais chercher là où il y a de l'argent quelque part pour pouvoir compenser. C'est le redistribuer. Bon, c'est mon fonctionnement. Je suis dans l'associatif et dans le social, donc évidemment que je vais dire oui. Maintenant, c'est le comment. Comment il faut la grande réflexion, les grands débats doivent se situer sur ce comment. Y a-t-il possibilité de trouver une manière, et non pas de le dire, je fais payer les riches pour que les pauvres puissent étudier. Non, ce serait pas dans ce sens-là. C'est de quelle manière est-ce que je peux, parce qu'il faut que le riche lui aussi, il soit win. On peut pas faire, je te prends et puis il faut que lui aussi il a un intérêt quelque part. Il faut qu'il y ait un retour. Alors c'est pas un retour financier, mais peut-être qu'il peut y avoir une autre forme de retour. Je n'en sais rien. Ça peut être réfléchi. On peut toujours le partage, c'est ça. Je partage l'argent. Je ne donne pas de l'argent. Je partage, ça veut dire qu'en retour, je vais recevoir, je sais pas, une forme de service, une forme de, je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais je suis convaincue qu'à bien réfléchir, à bien discuter, il y a une manière de pouvoir justement faire ce partage pour que ça tourne. Sinon, ça sera pas viable. Et définir bien les tranches aussi. Qu'est-ce qu'on entend par ça va de soi. Ça, c'est dans les moyens qui seront à réfléchir. Ce seront tous les moyens déclinés de manière. Mais la déclinaison, justement, ne peut pas se faire. Elle peut pas se couper comme ça. Tu as plus, tu as ça, et puis non. Donc, il va falloir mettre en considération d'autres facteurs de sélection ou entre guillemets de coupage de critères, en tout cas, de critères. Oui. Donc ça veut dire que Mme Bouzid El Araki aussi, sur toute la polémique entre guillemets qu'il y a eu il y a encore quelques semaines sur la mise en place de la facturation et l'adresse électronique pour les commerçants, les grossistes, vous avez suivi? Non. Pour leur faire payer un petit peu aussi qu'il y ait une justice, une égalité en matière d'impôts dus.
Oui. Voilà. Et là-dessus, voilà, il y a eu des tensions avec une population de commerçants grossistes qui a vu de mauvais œil la mise en place donc, comme ça d'une adresse et d'une facturation électronique. Ah. Voilà, par rapport à l'impôt. Ça rejoint peut-être un petit peu ce que vous disiez aussi, c'est que il faut aussi que justice. Vous êtes pour la justice en matière d'égalité devant l'impôt? La justice, c'est très, 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 très philosophique, hein, vous savez, comme terme. Hein. Alors, c'est quoi la justice? On croit souvent qu'on est juste, mais on est juste par rapport à quoi? Donc, je gagne 100, on me demande de reverser 30, oui. donc je reverse 30. Oui. Ou alors je gagne 100, on me demande de reverser 30, ou je serai susceptible de reverser 30, mais j'ai pas envie de reverser 30 et je ne reverse pas 30. Voilà, en clair. Non. Après, il y a un moment donné, vous êtes en train de parler d'impôts, d'être imposé, etc., d'accord? De citoyenneté, de forme de citoyenneté aussi. Je pense qu'on a quelque part un devoir de citoyen. C'est clair que si je gagne, il y a un moment donné où je vais reverser. Donc, mais le truc, c'est est-ce que tout le monde le fait? Et est-ce que à côté de ça, moi quand j'achète ou quand j'ai des comment on va dire, je vais essayer de préciser, quand je dois aller faire je dois payer d'autres services, d'accord? Est-ce que ce que moi je paye est juste aussi? Est-ce qu'on m'en demande pas trop? Est-ce qu'on me le donne à temps? Est-ce que je ne donne pas de bakshish? Est-ce que ceci? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ok, oui. Donc il faudrait encore voir. On va commencer à épurer. Bon, moi, je trouve ça très bien d'épurer, mais allons jusqu'au bout. Donc, alors d'un autre côté, c'est bien. Il faut bien commencer quelque part. Ouais. Ben, commençons plutôt doucement. Donc à un moment donné, il faut lâcher. Donc vous êtes pour la progressivité en fait. Oui, oui. Ouais. Pas de choses qui arrivent du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain. Je suis pas dans. Même si c'était moi personnellement, je ne suis pas dans ce qui est brutal. Ouais. Voilà. Même si ces populations ont été prévenues. Il y a plusieurs années déjà de la mise en place de cette mesure fiscale. On peut être prévenu, mais notre tête, tant qu'elle est prévenue, elle n'entend pas, tant que c'est pas acté sur le terrain. Après, on peut commencer par des petites choses un peu plus, comment dire. Après, ça c'est mon avis. Maintenant, est-ce que ça marche pas? Je suis pas politicienne de ce côté-là. Oui. Il est évident que quand on pose la chose et qu'on tape, ça va plus vite. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir d'autres possibilités d'aller? Mais il y a toujours effectivement quelle que soit la question que vous posiez, c'était est-ce qu'ils doivent être imposés? Oui, à un moment donné, il faut qu'on paye nos taxes. Il faut payer. Mais par contre, avec ces taxes-là, nous, on a bien envie de voir aussi où l'argent va. Et c'est ça, si on pouvait voir nos taxes transformées dans nos villes, dans le civisme, dans notre sécurité, dans notre... je crois qu'on aurait plus de facilité à payer. Dans notre jeunesse aussi? Dans notre... dans notre jeunesse, évidemment. Il n'y a rien pour notre jeunesse. Il n'y a rien. Parce que je crois savoir que là, si on prend une tranche, on parlait de tranche pour les salaires, qui serait susceptible de passer à la caisse au niveau de l'école publique à partir de la rentrée prochaine, les 15-34 ans chez nous, les 15-34 ans, c'est un tiers de la population. Ok. 11 millions d'habitants. Donc on peut dire qu'entre 15 et 34 ans, on est jeune, non? Oui. Adolescent, l'âge adulte. Est-ce que vous considérez que rien n'est fait ou qu'il y a des choses qui sont faites, mais qui pas suffisamment pour encadrer les jeunes? Parce que c'est une question qui se pose partout dans le monde. On dit aujourd'hui, est-ce qu'on fait suffisamment pour les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Comment encadrer ces jeunes-là? Est-ce qu'il faut les laisser vivre aussi? Parce qu'ils n'ont pas besoin avoir des espèces de barrières, même ne serait-ce que virtuelles, pour pouvoir avoir un cheminement de vie sanctuarisé. Donc par rapport à ça, pour vous, où est-ce qu'on en est, nous? Chemin de vie. Où est-ce qu'on en est, nous, ici? Oui. Ou de manière générale? Comme vous voulez. Votre ressenti, vous qui suivez l'actualité au quotidien dans la rue, au travers de vos contacts. Je pense que les jeunes ont besoin en effet de liberté d'expression. Mais qui dit liberté d'expression ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cadre et une structure. Alors, parce qu'ils ont besoin de cette structure. Je parle des préadolescents, je parle des enfants et des ados, ou des jeunes adultes. Parce que une fois qu'on sort de l'école, et on a une liberté, on ne sait plus quoi en faire, on est dans la confusion. Et c'est peut-être pas la bonne chose. Mais un cadre qui soit respectueux et sans jugement et qui donne de l'initiative tout en leur offrant un accompagnement, oui, ça, ce serait bien.
Et ça fonctionne. Mais on n'est plus dans de l'éducation. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas un cadre qui va leur dire, c'est comme ça que tu dois faire, tu vas apprendre à faire ça. C'est leur dire, OK, pour toi, tu as envie de créer quoi? C'est stimuler leur créativité. C'est une créativité qu'on castre dès les premières années. À partir, on a fini la maternelle, on passe au CE1, CE2. À partir du CP, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de stimulation de leur créativité. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Alors, oui, des espaces où on les stimule... Pardon ? Oui, c'est la responsabilité de qui, ça ? Est-ce que c'est le politique au sens large ? Est-ce que c'est l'associatif ? Est-ce que c'est... Non, je pense que c'est le politique au sens large. Hein. C'est l'éducation qui fait ça. Puis aussi, c'est cette course à la performance, c'est cette peur de ne pas donner la possibilité à nos enfants de réussir. Donc, on pense qu'il faut arrêter ça pour leur apprendre à lire, à écrire et passer des examens, faire du piano, faire de ceci. Mais faire du piano, faire de tout ça, c'est toujours de telle heure à telle heure. Le gamin, il a peut-être pas envie de faire ça de telle heure à telle heure, parce que lui, à ce moment-là, son énergie, elle est plutôt dans une énergie comment on va appeler ça, d'agir, d'action, de parler, de chanter, de danser, de taper dans le ballon, et on lui demande de canaliser une énergie de telle heure à telle heure pour jouer au piano. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. Ce serait, à mon sens, créer des espaces où ils aient toutes ces ressources disponibles, d'accord, où ils puissent les utiliser. Où ils puissent les utiliser quand justement cette énergie en eux monte. C'est ça la créativité. Et c'est ça qui va leur permettre ensuite de pouvoir avoir des gens qui vont avoir développé de nouveaux concepts, après même dans leur travail. Hein, c'est la créativité. Une fois qu'elle s'exprime, elle ne s'exprime pas juste pour, oui, en effet, faire un dessin ou non. Automatiquement, elle va influer même sur le travail même, sur la manière dont le jeune va gérer sa vie, son relationnel, sa manière ses études, toutes ces choses-là. etc. C'est ça le grand. Même si aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui sont omniprésents. Oui. Pas que chez les jeunes d'ailleurs, mais chez les adultes aussi, mais chez les jeunes en particulier. Oui. On a l'impression que ça a tout transformé, la place des réseaux sociaux, la consommation des réseaux sociaux, l'utilisation, les usages sociaux des réseaux sociaux. Ouais. Alors, nous, on pense que ça a transformé. Nous, c'est notre génération, d'accord ? Mais eux, il n'y a rien de transformé, ils sont nés là-dedans. Donc, le fonctionnement de ces jeunes-là n'est pas du tout le même que le nôtre. Et nous ne pouvons pas nous mettre à leur place. Parce qu'ils sont nés avec une espèce d'ADN, d'accord, qui est transformé presque. Alors oui, ça nous semble être de la jungle, et en effet, il y a une partie qui n'est pas contrôlée. Nous n'avons pas le contrôle sur cet espace virtuel, sur tous ces échanges, sur tout ce qui... Mais il y a des choses extraordinaires qui s'y passent. Et je pense que les jeunes, si on leur posait la question, quelque part, moi, je verrais bien une école des adultes qui serait... où ce seraient ces jeunes-là qui leur enseigneraient le monde virtuel. C'est-à-dire que ça va nous apprendre, voilà, qu'est-ce qu'on fait là-dessus, voilà ce que tu peux faire, ça c'est pas bon. Bon là on sait pas trop, c'est l'impasse, c'est l'inconnu. Mais là par contre il y a telle chose. Je trouve que ce serait extraordinaire qu'ils nous donnent des cours. C'est eux qui savent. Mais nous, c'est même pas la peine de rêver, on va pas savoir. On est terrorisé parce qu'on est dans la peur, et on est dans la peur parce qu'on est dans l'ignorance. D'accord ? Le meilleur moyen d'arrêter ça, c'est de s'informer. Et l'info, elle n'est pas chez nous, elle est chez eux. Elle est chez eux. Donc, l'info, parfois même la maîtrise d'ailleurs. Ça leur permettrait eux de prendre leur place parce qu'ils ont ce pouvoir-là. Dans le cadre de l'association que vous présidez, Sourire de Reda, il y a un positionnement qui est fait dans ce sens. Sur les réseaux sociaux, nous sur l'approche, voilà. Ouais. Nous avons appris avec Sourire de Leda. Sourire de Leda est né de ces jeunes, de l'information. De la génération d'Internet, en fait. Oui, ils avaient à l'époque, c'était des jeunes qui avaient à l'époque entre 10 ans et il y a 10 ans, oui, ils avaient 10 ans, ouais. Ils ont aujourd'hui 20 ans. Donc c'est la génération Internet, complètement entièrement connectée. Ouais, mais ceux qui arrivent maintenant sont encore plus connectés. Oui, ils sont ultra connectés. Donc, mais déjà à l'époque, c'est eux qui nous ont appris, c'est eux qui nous ont donné la possibilité de comprendre. C'était plutôt le fait que ces jeunes-là étaient issus et puis quelque part c'était vraiment la génération Internet. C'est plutôt ça qui a induit le positionnement de Sourire de Reda sur les réseaux sociaux, plutôt que le fait que les réseaux sociaux occupaient une place, voilà, qu'il fallait aujourd'hui être présent. C'est surtout le fait que ces jeunes-là sont les enfants, j'ai envie, d'Internet.
Je n'ai pas bien compris la question, mais il est évident que nous, Sourire de Leda, notre environnement de travail, ce sont les réseaux sociaux. Parce que nous, quelque part, si nous voulons toucher, protéger, entre guillemets, donner la possibilité, briser le silence de ces jeunes, d'accord, qui souffrent, il faut aller là où ils sont. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ok. Pourquoi les réseaux? Parce que, en effet, c'est plus facile pour eux. On va les atteindre plus facilement que si on va dans la rue. Bon, là, c'est tout un monde. Bien sûr qu'on va aussi sur le terrain. On va aussi dans les établissements scolaires. Ça, c'est pas. Mais les réseaux sociaux, on va avoir un impact beaucoup plus puissant. Et il y a le principe de la viralité où l'information va aller chez l'autre. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Aujourd'hui, sur le terrain, le père, les enseignants, les parents, les enseignants peuvent voir une forme de violence, ou un médecin peut voir une forme de violence infligée ou faite sur les autres, d'accord? Ou infligée par lui-même ou sur l'autre. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y a quoi? Donc c'est là qu'il faut qu'on soit présent avec eux. Et parce que pour vous, tout se joue en fait essentiellement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même dans la prévention, non. par exemple au suicide chez les jeunes. Non, la prévention, elle doit être. Vous savez, la prévention, elle n'est pas que sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Mais attention, on ne coupe pas le lien humain, le lien avec l'autre. Alors notre objectif est quand même, à un moment donné, de le remettre en lien avec l'humain. C'est ça aussi l'idée, d'accord? Les réseaux sociaux, comme je dis, ils sont là-dedans. C'est une partie de leur vie et ça ne commence pas. On va pas dire que tout se passe sur les réseaux. Ça commence parfois sur le terrain, dans la vie, entre guillemets, ce qu'on appelle nous, la vie réelle. L'autre, elle reste réelle pour eux. Dans les comportements, dans les attitudes. Ça commence très tôt, ça peut être de la maltraitance dans les familles, ça peut être de la maltraitance dans les milieux scolaires très jeunes. Quand je dis jeune, ça commence à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça peut être de maltraitance, c'est aussi ne pas faire attention à son enfant. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent très très jeunes. Toute la relation de jalousie entre les frères et les sœurs, c'est déjà ça qui va impacter et qui va montrer au jeune comment il va lui-même avoir créé son relationnel avec les autres. Premier relationnel, c'est avec ses frères et ses sœurs. Donc, il ne faut pas croire que ça ne se passe que sur le terrain. Maintenant, le harcèlement commence aussi à l'école. Les abus sexuels, c'est bien physique, ça, non? Ça se passe pas que sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des choses qui commencent sur le terrain et qui vont avoir ce qu'on appelle il va y avoir une caisse de résonance dans le cadre des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi le contraire. Ça va être des choses qui vont commencer sur les réseaux sociaux ou sur le web, d'accord, et qui vont aller jusqu'à là. Une personne qui est non, c'est très courant malheureusement, à qui on dit ta photo je vais la poster, d'accord, ce qu'on appelle le chantage, sinon si tu ne me donnes pas tant, d'accord, je vais les envoyer sur les réseaux sociaux. Ça, le chantage, c'est bien sur le terrain qu'il va arriver. C'est de l'argent qu'on va dealer là. Avec relayé, avec une caisse de résonance aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Comme menace en fait là. Du coup, la menace, elle se fait sur les réseaux sociaux et c'est très grave. Mais on demande un chantage sur le terrain, c'est physique. Donc il n'y a pas de limite. On pense souvent qu'il y a une limite. Il y a le réseau social, l'environnement virtuel, et puis ça. Non, c'est intimement lié. Il y a pas. C'est la réalité aussi. Vous qui êtes justement sur la réalité que vous vivez depuis 10 ans en étant à la tête de l'association Sourire de Leda, la prévention au suicide sur ces 10 dernières années. Je vais dire 10 ans, c'est peut-être le bon moment pour faire un bilan. Est-ce que... Oui, on peut faire un bilan. Mais un bilan très scientifique, c'est-à-dire est-ce que c'est évolutif? Est-ce que ça stagne en termes de tendance? Le suicide? Ouais. Ou est-ce qu'on en est Écoutez, le suicide, comme on l'a dit il y a 10 ans, le suicide existe, le suicide des enfants existe. Je ne peux pas vous dire, moi, s'il y en a beaucoup, s'il y en a plus, s'il n'y en a pas assez. Je ne pourrais jamais le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de registre. Je ne peux pas, moi, me permettre de dire il y a une évolution. Il me faut un référent. Il me faut des chiffres, il me faut des statistiques référentes, d'accord, de manière à ce que je puisse suivre l'évolution. Ce qui n'est pas le cas.
On n'a pas de registre national, il y a des chiffres qui sont, allez, très très maigres, et sur lesquels on est tous, nous qui sommes dans cette thématique et ce métier, on s'accorde tous à dire qu'ils sont en dessous de la réalité. Maintenant, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on entend de plus en plus parler de suicide d'enfants. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, à Fès, là, il y a... Ben oui, il y en a eu même hier ou avant-hier. Il n'y a pas une journée aujourd'hui qui se passe sans qu'on entende parler d'un suicide. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'avant. Ça veut peut-être aussi dire qu'on en parle plus qu'avant. D'accord ? Mais tant qu'on n'a pas de chiffres, je ne pourrais pas dire qu'il y en a plus. Maintenant, tant mieux. Ce que l'on voit, c'est que ça se parle. On en parle. Les parents parlent. Enfin, les parents parlent de harcèlement. Il y a une chose qui s'est faite dans l'évolution, c'est que on parle toujours pas de suicide. Les parents, la collectivité va parler de harcèlement, de violence. Le suicide, les médias en parlent. Nous, on reçoit bien entendu beaucoup de demandes d'aide, hein, tentatives de suicide, pensées suicidaires, suicide effectif, etc. Mais la collectivité n'en parle pas. Aujourd'hui, j'appelle réellement les parents, les familles, d'accord, les frères, les sœurs, les familles, à venir partager leur deuil, éventuellement avec nous, dans le cadre de groupes de parole. Parce que il y a une hécatombe, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que les familles n'en parlent pas aujourd'hui ? Mais parce que d'abord... C'est quoi la jeunesse sociale ? Elle est culturelle ? C'est un tout. Vous savez, c'est un... quand on ne veut pas parler, c'est qu'on se sent en danger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un tabou, nous, dans le cadre de Sourire de Leda, briser le tabou, pour nous, ça n'a pas de sens, d'accord ? Si le tabou existe, c'est parce qu'il y a une telle peur, qu'il y a cette résistance. Donc, la première des choses que nous faisons, et que nous avons, c'est notre manière de travailler, c'est d'abord rassurer. Si la personne est rassurée, d'accord, à ce moment-là, on va pouvoir informer et donner la possibilité d'agir à ces personnes-là de manière, c'est-à-dire qu'elles reprennent le pouvoir sur ce qui leur fait peur. Il est plus facile d'agir sur ce qui nous fait peur que de rester passif. D'où notre campagne Anamac. Nous avons le pouvoir d'agir. Ok. De la même manière, quand une personne est endeuillée d'un suicide, vous ne pouvez pas imaginer, à moins de l'avoir vécu en réalité, le regard de la société et à quel point il peut être destructeur. Donc, destructeur pour les enfants. Imaginez un enfant endeuillé d'un suicide de son frère, de sa sœur, qui retourne à l'école. Il y a ceux qui disent « Ah, il s'est suicidé à cause de... » Non, parce qu'évidemment, on va responsabiliser. On va penser que nécessairement la famille a quelque chose à voir avec la disparition. Et puis chacun va broder. Le regard, quand bien même il n'y a pas de dire, est terrible. Donc il faut être très très fort pour porter ce regard et pouvoir en parler. Sans le fait même qu'il y a ceux qui sont pas au courant. Vous voyez, d'autres qui viennent vous présenter des condoléances dans la rue ou qui changent de trottoir, ou même quand ils vous les présentent, vous voyez bien une espèce de pitié donc c'est très très difficile à porter. Et c'est essentiel pourtant de pouvoir en parler. Ça se dissipe avec le temps ou c'est difficile à porter tout le temps ? Ah ben non, ça va être. Je pense que quand une personne ne peut pas le vivre, le révéler comme ça, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle des secrets de famille, et c'est terrible. Et ça devient quelque chose qui va. Comment vous allez dire ? Vous savez, très souvent, il nous arrive aujourd'hui de rencontrer des gens, et c'est très 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 touchant. Des personnes d'un certain âge et qui me disent « Mais tu sais, j'ai perdu ma mère d'un suicide », alors que la femme a peut-être 60 ans. Ou d'autres qui me disent, et les larmes coulent, c'est presque comme une espèce de libération qu'elle en parle comme ça, dans un salon, dans un détour de conférence ou de... Et je vois à quel point c'est tellement important de pouvoir se libérer de ça. Le seul moyen, c'est en effet de faire un petit peu ce qu'on appelle c'est comme les personnes qui sont violées. Hein. On va aller en parler plus facilement des personnes qui ont vécu la même chose. Donc vraiment, j'appelle les personnes qui aimeraient en parler, à nous contacter. Et nous sommes prêts depuis des années à monter des groupes de parole pour pouvoir justement en parler entre nous. Y compris d'ailleurs sur le numérique. Et là, j'ai vu que pour votre campagne Anamac, pour cette année, si vous êtes entouré, vous avez fait appel à des artistes, oui, à des humoristes, oui, des animateurs télé. Oui, chacun délivre un petit message. L'objectif, c'est encore une fois de pouvoir...
Vous savez, les jeunes, on se dit, mais comment on va les toucher? Ok, on travaille sur les réseaux sociaux, on est sur mais c'est pas sur, on est sur Instagram, Facebook, YouTube, voilà, on essaie de faire, on essaie d'aller peut-être sur la radio, sur la télé, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive il faut que plus de jeunes sachent qu'ils ne sont pas tout seuls et que le suicide n'est pas la solution, ok? Donc, c'est là où on s'est dit, mais finalement, les jeunes, ils sont fans de quoi, les jeunes? Ben, de ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs. Eh ben, on est allé les chercher, on leur a demandé, et ils ont joué le jeu, et ils ont été absolument extraordinaires, parce que c'est pas des acteurs, hein, c'est quelque chose qu'ils ont fait de manière très authentique, très spontanée, et voilà, sous la houpette d'un réel extraordinaire aussi, et ça a donné cette vidéo-là, et ça a touché parce qu'ils parlent de leur cœur. Et voilà, on espère que ça va toucher les jeunes, mais aussi les adultes, parce que dans cette vidéo, il y a tout. Il y a ce que c'est, de quoi on a peur, comment il faut pas arrêter d'avoir peur, qu'est-ce qu'on peut faire et agir. Voilà. Surtout agir. Surtout agir, repérer aussi des signes, parce que souvent on pense que... Alors, nous, on travaille beaucoup pour les ados. Il faut savoir que ce que l'on voit là dans cette vidéo, évidemment, fonctionne aussi pour les adultes. Parce que il n'y a pas que des ados qui passent à l'acte. De réels chiffres, on a plutôt les adultes. Le taux est beaucoup plus important de suicide chez les adultes que chez les jeunes. Chez nous. Chez nous? Chez nous. Non, c'est pas... Mais je ne sais pas comment vous pouvez dire ça encore une fois, parce qu'on n'a pas de chiffres. Voilà, dans le monde, je pense que le Maroc ne va pas être... je crois qu'il y avait une étude que l'OMS avait menée il y a une... Oui, il y a 1628 ou 1138 cas de suicide, mais sans catégorisation. Ouais. Alors, sachant que dans le monde entier, c'est plus les hommes qui vont se donner la mort, la majorité hommes. 80%, 20... C'est à 80%. Ouais. Et les femmes qui vont plus être dans les tentatives de suicide. Alors attention, ça on ne le dit pas non plus. Par contre, il y a aussi dans le monde, on le sait, que c'est là, chez les jeunes, le suicide est la deuxième cause de mortalité. Après les accidents de la route. Alors, après les accidents de la route, sachant que dans les accidents de la route, certains sont des suicides masqués. Maintenant, il y a, par exemple, nous, sur le Stop Silence, un chiffre que nous avons sur les jeunes qui viennent nous contacter sur le chat écoute, d'accord? Il y en a quand même un tiers qui ont fait une tentative de suicide. Donc, attention. Il y a aussi une chose grave, et qui se passe aujourd'hui, c'est tout ce qui est mutilation. Et encore une fois, je ne sais pas qui disait ça, c'est un psychiatre français qui disait les automutilations deviennent l'antichambre du suicide. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que Facebook et Instagram, en fait, le patron de Facebook, le patron d'Instagram, ils ont décidé de réagir là-dessus, donc d'interdire la diffusion de photos incitant au suicide ou à l'automutilation. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne peuvent pas interdire parce que les photos, elles vont être postées. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a en fait un filtre. Il y a un signal, un message, d'accord, qui sort. Ça, vous pouvez le faire même sur Instagram, scarification, suicide, ça ressort. Et il y a un réseau d'aide qui est proposé. Si tu te sens mal, contacte Befrienders. En tout cas, il y a l'engagement qui a été pris de Facebook et d'Instagram dans ce sens. Instagram, oui. Facebook, on n'est pas encore au Maroc, on l'a pas encore. Mais Instagram, oui, on l'a. Et sur les contacts Befrienders, c'est Stop Silence, c'est Sourire de Leda, qui est le membre vers lequel on oriente les jeunes. Voilà. Ben écoutez, merci à vous. En tout cas, bonne chance dans tout ce que vous faites depuis 10 ans. Oui. Je sais que vous allez continuer encore longtemps. Y compris à vous informer, à suivre l'actualité. Comment? Y compris à vous informer, à suivre l'actualité à votre manière, avec votre propre méthodologie. Oui. Après, l'actualité, quand on travaille dans Sourire de Leda, il y a ceux qui regardent l'actualité de mon angle à moi, et puis on est une équipe, hein, et puis chacun vient avec sa manière de regarder l'actualité, et c'est ce qui fait qu'on a une espèce de réalité. On appelle très souvent la diversité. Tout à fait. Tout à fait. Au sein de Sourire de Leda. Ouais. Merci en tout cas à vous. Merci Rachid. Merci beaucoup à vous, Myriam Bouzid Laraki, présidente de l'association Sourire de Reda. Donc la campagne qui a été lancée à Namac. La campagne continue. Un podcast de 3 minutes 40 aussi, ce podcast. Oui. Avec les artistes. Ouais. Voilà, pour faire passer les messages aussi de citoyenneté. Voilà, c'est un comportement citoyen, de e-citoyen aussi, à l'égard dans le domaine de la prévention. C'est un devoir de citoyen. Et si on arrive à commencer par ça, je pense que énormément de choses pourraient changer. Le Maroc est très, très, très réactif.
Quand il veut faire des choses, en fait, quand on est à l'individu, on est capable de faire des choses absolument fabuleuses. Donc l'idée, c'est justement de créer une dynamique d'humain, de solidarité qui soit inconditionnelle par rapport à ni à la thématique, ni au métier, ni rien de tout ça. Commençons juste à être bienveillants les uns avec les autres. On sait très bien faire ça. Merci en tout cas à vous, Mme Bouzidi Laraki, présidente de l'association Sourire de Reda. Je vous souhaite une belle journée. Ouais. Puis demain, c'est la Saint-Valentin. J'espère qu'il y a du soleil maintenant. Oui, puis après demain... la chape. Ouais. Puis demain, c'est la Saint-Valentin. C'est juste oui, l'actualité de demain, ça. Ouais. Merci en tout cas à vous. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, puisque ce sera à Saint-Valentin demain, je rappelle que la première action de sensibilisation, c'était le 14 février en 2009 et qui était justement une journée qui était pleine d'amour. Alors, voilà, je voudrais dire à tous ces enfants, à tous ces jeunes que nous les aimons très fort et qu'on est là pour eux et qu'on restera là pour eux. Merci voilà. à vous. Je pense que le message est passé. Merci.